Alors, le but de cette vidéo, c'est de partager une expérience que j'ai eue qui a duré presque 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai créé puis dirigé une agence de communication, ou plus généralement une agence créative, qui proposait différents types de services. Ça allait de la communication stricto sensu jusqu'à du développement logiciel. Donc cette vidéo, elle s'adresse à vous, si vous êtes un entrepreneur, si vous avez le souhait de créer une agence, si vous avez déjà créé une agence mais que vous cherchez à améliorer vos process. L'idée, c'est de vous partager cette leçon que j'ai apprise dans la douleur, cette erreur que j'ai faite. Pour certaines, je les ai ensuite corrigées. Pour d'autres, je les ai pas corrigées du tout et j'en ai souffert jusqu'au bout. Aujourd'hui, l'agence, elle continue d'exister, mais j'ai passé la main et je suis aujourd'hui un peu détaché, puisque comme vous le savez probablement, depuis maintenant un petit moment, je me consacre à ICPs, un outil d'enrichissement email. Mais ce temps écoulé, ça m'a permis de prendre un peu de recul sur le travail qui a été accompli dans cette agence, qui s'appelle Superpitch. Et donc, avec ce recul-là, aujourd'hui, je vais pouvoir vous parler de ces différentes erreurs à ne surtout pas reproduire. En tout cas, j'espère vous permettre soit d'éviter ces pièges, soit de contribuer à vous faire prendre conscience que ce sont des erreurs et de vous aider à les corriger. Alors, le point numéro 1, c'est ne pas traquer le temps. En fait, quand on est une agence, on vend du temps homme, on vend du temps de cerveau, du temps d'expert, et donc, il est hyper important de traquer le temps de ses collaborateurs. Moi, je l'ai pas fait initialement parce que je trouvais ça à la fois infantilisant et trop rébarbatif de devoir tenir une feuille de temps, de devoir rendre des comptes sur l'utilisation de son temps. Je craignais que ça fasse fuir en fait les meilleurs collaborateurs, que ça nous empêche d'attirer à nous des talents. Et en réalité, c'est un mal nécessaire. Et plus largement, au-delà de traquer le temps, je pense qu'il faut traquer la performance et il faut aussi mettre en place un environnement pour cadencer le fait d'analyser cette performance avec l'ensemble des collaborateurs. Donc concrètement, ça veut dire au moins une fois par mois, regarder à la fois quelle est l'utilisation du temps de chaque collaborateur pour les graphistes, les développeurs web, les chargés de projet, etc. Mais aussi, ça c'est très important, de regarder la performance des individus ou de groupes d'individus. Donc, combien de missions ont été vendues, menées à bout, quelle est la marge qui a été dégagée, etc. Je pense que c'est important d'associer l'ensemble des collaborateurs dans l'analyse, le décryptage, mois après mois, de ces indicateurs clés, pour leur faire prendre conscience de ce qui importe dans l'entreprise, à savoir bien gérer son temps, dégager une marge, mais aussi satisfaire le client. C'est un indicateur qui fait partie de la performance, parce que sans satisfaction, forcément, l'agence ne peut que finir par embrasser la poussière. Bref, en résumé, toutes les agences qui ont dépassé une certaine taille critique, qui s'industrialisent, qui cherchent la performance, toutes absolument sans exception, font un tracking très précis du temps, et ça se traîne à analyser la façon dont ce temps est alloué sur les différents projets. Donc c'est incontournable. Ça, c'est la première erreur. Moi, pendant trop longtemps, j'ai voulu échapper à cette contrainte. Et aujourd'hui, je sais qu'elle est absolument inévitable. La deuxième erreur, c'est de faire beaucoup de sur-mesure. Quand on est une agence, la facilité, c'est de vouloir à tout prix s'adapter aux clients. C'est d'essayer de répondre oui à toutes ces demandes, à tous ces besoins. Et en faisant ça, bien sûr, on facilite le travail commercial. C'est beaucoup plus facile de trouver des missions lorsqu'on est prêt à dire oui à peu près à tout et n'importe quoi. Mais ça se paye ensuite très cher. Pour éviter cette erreur-là, ce qu'il faut faire, c'est productiser son offre. Ça veut dire à la fois restreindre le champ des possibles, essayer de proposer un petit peu des QCM à son client, avec des options du type ABC, mais pas lui ouvrir le champ des possibles à l'infini. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également de contractuellement prévoir cette délimitation de l'offre. Typiquement, lorsqu'on est une agence, très souvent, il y a la question des allers-retours. Combien d'allers-retours faut-il faire avec son client? Faut-il accepter? Il y a des agences qui partent sur un forfait illimité en allers-retours, jusqu'à satisfaction complète du client. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait au sein de Superpitch, mais ça se paye très cher. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus sage et plus efficace de poser une limite qui est de dire, souvent, on fait jusqu'à 3 allers-retours. Et au-delà, si le client veut continuer à itérer, il va falloir prévoir un addendum ou une extension au contrat initial. L'idée aussi de productiser son offre, c'est de choisir des
services sur lesquels on peut faire des économies d'échelle. Concrètement, lorsqu'on est une agence, si on essaie de raisonner par template, par réutilisation, par recyclage de templates, on va pouvoir faire beaucoup d'économies d'échelle. Par exemple, vous pouvez essayer de capitaliser sur des templates de script lorsque vous faites de la vidéo, donc d'avoir tout le temps 4-5 templates que vous allez proposer à votre client. En fait, lui dire, on a 4-5 templates et il va falloir choisir parmi ces 4-5 templates. Ça va vous faire gagner du temps. Ça va permettre aussi de faire gagner du temps à votre client, puisqu'il va être emmené sur un chemin déjà un peu prémâché, guidé. Vous pouvez faire la même chose sur le choix, par exemple, de la créa d'une vidéo. Vous pouvez avoir des templates. Et enfin, sur l'animation de la vidéo, là aussi, il est possible d'utiliser des templates After Effects. Donc, que ce soit des templates Word pour du script, des templates Illustrator pour de la créa avec des personnages préfaits, ou bien des templates After Effects ensuite pour le motion, tout ça peut fonctionner par template. Et au fur et à mesure que vous allez robustifier vos templates, en fait, au bout d'un moment, vous allez plus être dans l'application de templates que dans du développement complètement sur mesure. Ce qui va vous faire gagner de plus en plus de temps. Et puis, l'idée, c'est aussi de productiser l'expérience du client. Ça veut dire mettre en place un Customer Portal pour lui permettre de se connecter à un endroit où il va retrouver l'ensemble des informations liées à la mission, plutôt que de procéder systématiquement par échange de mails. Les échanges de mails, ça veut dire que très rapidement, l'information est dispatchée entre plein d'interlocuteurs, dans plein de threads de mails différents, alors que sur un Customer Portal, on a une vision beaucoup plus unifiée des choses. On va aussi mettre à disposition, lorsqu'on productise son offre, à disposition du client, un support client, pour lui permettre, si jamais ça se passe mal dans la relation avec son chargé de projet, de solliciter de l'aide auprès d'un support client, ou parfois directement auprès de la direction de l'agence, si c'est une petite agence. Donc de lui donner en fait un bouton rouge sur lequel appuyer en cas de défaillance. Et puis il est possible d'automatiser certaines choses. Par exemple, les relances automatiques au client lorsqu'on en attend d'éléments de sa part pour avancer dans la mission. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites automatiquement et qui vont permettre de mettre la bonne pression sur le client pour que la mission avance au bon rythme. De même, il est possible d'automatiser la génération d'un rapport de fin de mission dans lequel on va avoir des choses comme, par exemple, un rappel du nombre de mails échangés, de réunions effectuées, éventuellement le nombre d'itérations effectuées sur chaque partie de la mission, que ce soit le script, la vidéo. Je prends toujours cet exemple parce que au sein de Superpitch, on a fait beaucoup de production de vidéos, mais ça s'applique en fait à tous les services. Donc, générer un rapport de fin de mission, c'est intéressant parce que ça va permettre aux clients, en interne, de valoriser le travail qui a été effectué, de montrer qu'on est professionnel jusqu'au bout, qu'on fait un bilan de ce qui a été effectué. Et puis, c'est un document qui va pouvoir être échangé et qui va servir un petit peu d'ambassadeur pour éventuellement faire des rebonds commerciaux au sein de l'entreprise avec qui vous allez travailler. Et puis enfin, il est intéressant quand on veut vraiment productiser de A à Z l'expérience client, de bien récolter, et ça peut se faire automatiquement aussi, récolter un avis du client à la fin. Cet avis, il va servir à la fois à, en interne, évaluer si la mission a été bien menée. Donc, ça va permettre en fait d'avoir, quand on est le chargé de projet, d'avoir un feedback, et éventuellement d'être récompensé ou au contraire de pointer un dysfonctionnement et donc de chercher à corriger un dysfonctionnement interne. Ça va permettre au client d'exprimer ce qu'il a pensé de la mission, donc de lui donner en fait un rôle final intéressant et une sensation de contrôle sur ce qui a été fait. Et puis ça va permettre à l'entreprise, à l'agence qui récolte l'avis, si l'avis est bon, de publier l'avis sur différentes plateformes pour pouvoir développer une preuve sociale. La troisième erreur, c'est de faire beaucoup de missions one-shot. Très souvent, on commence par des missions one-shot, parce qu'effectivement, lorsqu'on débute sur un marché, il est très difficile d'obtenir des contrats au long cours. En revanche, assez vite, il faut essayer de se détacher de ce réflexe de la mission one-shot pour aller vers de la recherche de récurrence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait que des missions one-shot, chaque année, il faut repartir quasiment de zéro, relancer de gros efforts en prospection. Ça prend énormément de temps, c'est onéreux, c'est parfois incertain. Puis surtout, la prospection, c'est une compétence qui est très peu partagée. Il y a peu de gens qui aiment faire du commercial. Donc, c'est difficile de trouver des personnes qui vont vraiment s'atteler avec force chaque année à générer du leads. Donc, si vous tirez votre business vers de la recherche de récurrence, en fait, vous diminuez d'autant la pression sur l'effort commercial nécessaire pour alimenter votre pipe commercial. Alors, rechercher la récurrence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement, au lieu de vendre, par exemple, la production d'une vidéo, c'est de vendre un forfait, plutôt un abonnement mensuel pour produire une vidéo par mois pendant 12 mois, avec un engagement sur 12 mois, et qui sera reconduit si la relation a été bonne. Vous pouvez le justifier
en cherchant des clients qui ont des besoins qui sont eux-mêmes par nature récurrents, en cherchant par exemple des clients qui ont besoin de communiquer sur les réseaux et donc qui ont besoin d'alimenter au moins une fois par mois ces réseaux avec de la vidéo ou d'autres types de supports. Donc je pense à ça pour la communication externe, mais c'est valable aussi pour la communication interne. Vous pouvez chercher des clients qui, par exemple, souhaitent opérer une grande transformation organisationnelle. Cette transformation, elle va sûrement passer par une phase de consultation qui va durer plusieurs mois, puis une phase de mise en œuvre qui va durer plusieurs mois. Donc ça va souvent s'étendre sur 12, 18 mois. Vous pouvez proposer d'accompagner l'ensemble de cette transformation depuis les phases préliminaires jusqu'à l'aboutissement de la transformation à travers la production, là encore, d'un support mensuel, que ce soit un visuel, une vidéo ou autre chose. En fait, il y a beaucoup de choses dans le monde professionnel qui s'étalent dans le temps. Mais il faut aller les chercher, il faut aller les spotter, il faut essayer de discuter de ces sujets-là avec les clients pour faire émerger le besoin et essayer de se greffer sur des besoins qui justifient une récurrence. 4e erreur, sous-investir dans le recrutement. Quand on est une agence, on vend de l'humain et donc l'humain est au centre de tout. Si on recrute les bonnes personnes, ça marche bien. Si on recrute des moins bonnes personnes, ça marche beaucoup moins bien. Donc le recrutement en fait est ultra clé. À titre indicatif, moi, au sein de Superpitch, j'ai passé peut-être 10 à 20% de mon temps à faire du recrutement. J'ai également, et c'est insuffisant, j'ai également validé peut-être 90% des périodes d'essai, et c'est beaucoup trop. En fait, ces deux indicateurs-là, tout de suite, aujourd'hui, si je les rencontrais de nouveau, ils lèveraient un red flag très clair. Je pense qu'aujourd'hui, les bons niveaux d'efforts qu'il faut mettre, les bons niveaux, les bons seuils pour ces deux indicateurs, c'est 30 à 50% du temps du fondateur sur du recrutement. C'est énorme, parce que le fondateur, en général, il a beaucoup d'autres choses à faire. Mais c'est capital, c'est nécessaire, c'est ça qu'il faut mettre sur le recrutement, à mon avis. Mon avis étant à prendre avec beaucoup de pincettes, évidemment, c'est le fruit d'une expérience. Mais néanmoins, je vous le donne. Et puis, je pense aussi que valider 90% des périodes d'essai, c'est anormal pour une entreprise où en fait le niveau d'exigence doit être élevé. Aujourd'hui, je pense que un bon niveau de validation, ce serait plutôt aux alentours de 50-60%. Donc évidemment, ça veut dire quand on valide pas une période d'essai, on a perdu du temps avec quelqu'un, on lui a fait perdre du temps aussi. Donc c'est pas souhaitable en soi. Mais en fait, il est absolument impossible en amont de l'embauche de se rendre réellement compte à 100% dans 100% des cas du type de fit qu'on va avoir avec la personne ou de ce que la personne va pouvoir délivrer réellement sur le terrain. Aujourd'hui, si on regarde cette réalité-là en face, on peut pas faire autrement que de malheureusement refiltrer en fait un peu après l'embauche. Et il faut que là aussi l'exigence soit élevée si on veut réunir une équipe vraiment excellente. Cela étant, en amont de l'embauche, je pense que de toute façon, il faut impérativement muscler le plus possible son processus de recrutement. Et ça passe par le fait de rédiger des feuilles de poste très précises, ultra complètes, d'investir sur des plateformes de recrutement comme Welcome to the Jungle par exemple. Au sein de Superpitch, on l'a fait un peu, de travailler avec ce type de plateforme, mais insuffisamment. On aurait dû être plus présent, déployer plus d'argent sur ce type de plateforme pour attirer plus de personnes dans le pipe et pouvoir choisir sur un pool plus important. Également au niveau des entretiens, on aurait dû, je pense, et on y est venu vers la fin, mais ça a mis du temps, on aurait dû utiliser beaucoup plus de grilles de questions très structurées, plutôt que de faire des entretiens un petit peu au fil de l'eau et en fonction de notre humeur du jour. D'utiliser aussi des grilles de notation pour pouvoir recueillir les signaux forts et faibles des candidats et pouvoir les noter, les objectiver. On aurait dû aussi faire plus de cas pratiques pour pouvoir voir en situation quelqu'un, ne pas hésiter à faire des entretiens un peu fleuves, avec par exemple des sortes de demi-matinées, enfin des 2 heures, 3 heures d'entretien où on mélange cas pratiques, entretien, etc. Parce qu'en fait, il faut un petit peu de temps pour que les candidats fendent l'armure et se révèlent. Ça peut pas se faire en seulement 1 heure. Sur la prise de référence auprès des employeurs précédents, on a plutôt été bon, mais je recommande impérativement de le faire de manière systématique et je recommande aussi de faire attention à 3 choses quand on fait une prise de référence. D'abord, de se présenter, de prendre un petit peu de temps pour se présenter, pour incarner qui on est et du coup créer un support pour établir une relation de confiance. C'est-à-dire que si on se présente juste en 2 mots, en face, votre interlocuteur, il va pas réellement pouvoir
développer une relation de confiance avec vous et du coup vous dire tous les warnings qu'il a peut-être en tête. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est essayer de minorer, voire évacuer l'enjeu de la prise de référence en disant, par exemple, que le candidat est quasiment recruté et qu'on le trouve très bien. Et l'enjeu, en fait, de cette discussion est pas tant de valider ou pas la candidature, mais plutôt d'obtenir les bonnes clés pour pouvoir manager la personne plus tard. À partir du moment où il y a plus, pour votre interlocuteur, cette crainte, en fait, de faire capoter une candidature, il va pouvoir beaucoup plus se livrer et vous dire, bah oui, alors pour bien le manager, il faut faire attention à ça, 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 etc. Et puis, le troisième point, c'est d'être particulièrement attentif à des signaux qui sont forcément faibles. En fait, votre interlocuteur, il va pouvoir vous répondre que par euphémisme. Il va pas pouvoir vous dire, brut de décoffrage, ce candidat, il a tel défaut, tel défaut. Non, il va vous dire, ce candidat, par exemple, il est très high level. Il faut entendre, il n'est pas très detail-oriented, il va pas aller loin dans le détail. Donc il faut le prendre comme c'est-à-dire un euphémisme qui vise à faire passer un message un peu sous la table. Cinquième erreur, on a un peu ignoré chez Superpitch le principe des accords cadres. En fait, le big game, quand on est une agence et qu'on s'adresse beaucoup aux grandes entreprises, c'est quand même de rentrer dans ces accords cadres qui vont créer une certaine pérennité dans la relation, puisque souvent ils engagent l'entreprise avec l'agence pour des durées de 2 à 4 ans. On l'a ignoré parce que, en fait, ces accords cadres, c'est souvent quand même la chasse gardée des grandes agences. Mais en réalité, les grands comptes sont pas si fermés que ça au fait d'introduire un peu plus de concurrence et de faire venir des plus petites agences pour venir un peu titiller les plus grosses agences. Mais c'est pas facile, parce que la fenêtre d'ouverture pour postuler à ces appels d'offres et ces accords cadres, souvent c'est quelques semaines ou quelques mois, et puis ensuite c'est complètement figé pendant 2 à 4 ans. Donc d'abord, il faut il faut avoir le bon timing, savoir quelles sont les dates auxquelles l'appel d'offres va être renouvelé. Il faut trouver les bons interlocuteurs. Il faut aussi pouvoir souvent justifier d'une relation déjà existante avec le grand compte. On ne peut pas arriver s'il n'y a pas déjà eu une relation, si on n'a pas été un peu prévalidé par quelques missions réalisées hors accord cadre. Et puis, il faut souvent aussi avoir une taille critique qui peut s'exprimer soit en chiffre d'affaires, soit en employés. Et là, nous, Superpitch, on n'a peut-être pas été optimaux dans la mesure où, par exemple, on n'a jamais cherché à créer des consortiums, ce qu'on aurait pu faire, avec d'autres agences. Pour obtenir cette taille critique, c'est quelque chose qui se fait, de se mettre à plusieurs agences pour avoir à dépasser un certain montant de chiffre d'affaires ou à aligner un certain nombre de salariés pour pouvoir légitimement postuler. Mais clairement, une fois qu'on obtient un accord cadre, ça change quand même beaucoup la donne. Parce qu'on a un flux de missions qui arrive de manière plus ou moins continue. Parfois, il y a mise en concurrence avec les quelques autres agences qui ont été retenues dans l'accord cadre. Parfois, il n'y a même pas de mise en concurrence. Et donc, ça vous permet d'avoir un flux de missions sans coût de prospection. Souvent, en plus, les tarifs ont déjà été négociés et vous pouvez du coup aussi vous épargner ce temps de négociation autour des tarifs. Enfin, bref, il y a quand même beaucoup d'avantages. Et le principe, c'est quand même un petit peu de céder légèrement sur les tarifs pour gagner beaucoup en volume. Mais tout ça va donner une pérennité dans l'afflux commercial vers votre agence. Donc clairement, si votre agence a déjà l'habitude de travailler avec des grands groupes, les accords cadres, c'est le big game. Sixième piège, chez Superpitch, on a pendant très longtemps accepté d'être cash flow négatif. Alors ça, c'est un peu technique et c'est pas très intuitif, pas facile à comprendre. En fait, quand on est une agence, très souvent, on a un décalage défavorable entre ses encaissements et ses décaissements. Concrètement, si je prends une mission, je vends une mission à une entreprise cliente, donc cette entreprise, elle va peut-être me payer un petit acompte, mais l'essentiel du solde va être payé très souvent après la réalisation de la mission. Donc moi, pendant 1 mois, parfois 2 mois, parfois 3 mois, je vais commencer par payer des salaires à des collaborateurs qui vont réaliser la mission, et en face, j'ai pas de revenus. Donc pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais en fait mettre sous pression de plus en plus ma trésorerie, et c'est seulement au bout de, mettons 3 mois, si la mission dure 3 mois, que je vais pouvoir facturer. La facture, en France, malheureusement, elle va pouvoir être honorée souvent seulement au bout de 2 à 3 mois, parce que la limite légale, c'est 60 jours fin de mois. Donc en fait, concrètement, c'est plutôt quasiment 3 mois. Et ça, beaucoup de grands groupes sont calés sur cette limite légale et l'imposent dans leurs conditions générales d'achat. Donc au final, je vais être payé seulement 6 mois après avoir, moi, commencé par sortir l'argent. Donc en fait, plus mon chiffre d'affaires va augmenter, plus je vais commencer, pendant les premiers mois qui précèdent la complétion de la mission, par mettre sous pression ma trésorerie.
Et ça, concrètement, si vous tirez le trait sur un Excel, en fait, vous vous rendez compte que quand vous avez une agence qui croît, eh bien, au fur et à mesure qu'elle croît, son solde bancaire se tarit, voire devient très vite négatif. Donc, vous avez vraiment une mise sous pression, un étranglement financier du fait d'être cash flow négatif. Ce terme-là, ça veut dire justement que vous sortez l'argent avant de le rentrer. Et pendant longtemps, chez Superpitch, on s'est un peu satisfait de cette situation en se disant c'est le lot des agences, c'est ainsi. On a commencé à travailler dessus dans les dernières années où j'étais opérationnel et on a essayé d'inverser la tendance. On n'est pas devenu complètement cash flow positif, mais on a commencé à essayer de demander des acomptes plus importants, de tirer sur les délais de paiement pour qu'ils soient au minimum et parfois même d'obtenir un paiement upfront complet. Mais c'est rare, c'est difficile parce que c'est pas forcément la norme de beaucoup d'entreprises. Donc en fait, là, vous avez un peu un jeu de pouvoir. Si votre offre est très différenciante, qu'il y a peu de comparables sur le marché, que l'entreprise a vraiment besoin de vous, que vous intervenez sur des sujets critiques, vous allez pouvoir parfois imposer vos conditions de vente. Donc ça veut dire concrètement, typiquement, imposer d'être payé en totalité upfront. Ou bien, vous pouvez également vous tourner vers des organismes financiers qui vont faire de l'affacturage ou des choses assimilées. C'est-à-dire en fait récupérer vos factures pour vous les payer tout de suite, en échange en général d'environ 15% du montant. Mais en réalité, même si c'est 15%, ça peut paraître un peu beaucoup, surtout dans les secteurs où la marge est un peu déjà faible, très souvent, c'est intéressant de réellement y réfléchir parce que être cash flow positif, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que plus vous faites croître votre entreprise, plus votre solde bancaire augmente, plus il y a de l'argent sur votre solde. Et donc, ça veut dire que plus vous connaissez une croissance, plus vous pouvez investir encore plus dans votre croissance. Et donc, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Là où, à l'inverse, si vous êtes cash flow négatif, vous êtes complètement dans un cercle vicieux. Et puis, la 7e erreur, c'est d'être généraliste. Beaucoup d'agences tendent vers ça. D'ailleurs, c'est étonnant parce que beaucoup d'agences se créent avec, en général, une offre de service très précise, très limitée. Et au fur et à mesure qu'elles croissent, elles ont tendance à devenir généralistes. Le phénomène, il est simple. Nous, chez Superpitch, on l'a bien connu. On a commencé en faisant de la vidéo animée pour de la communication interne avec des prix très compétitifs. On a commencé à embaucher des premiers motion designers. Ces premiers motion designers, naturellement, ils n'avaient pas uniquement la compétence de motion designer. Certains faisaient du UX UI design, d'autres faisaient du graphisme pour des brochures, pour du branding, etc. Et donc, on a voulu valoriser ces compétences. On a proposé donc des offres qui étaient en accord avec ce qu'on avait la capacité de faire. Donc on a élargi notre offre, et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'équipe grandit, on a de plus en plus de capacité à faire plein de choses différentes. Et donc l'offre, elle a tendance à se généraliser, à se diluer, à devenir à la fois de moins en moins lisible par les clients et de plus en plus semblable à la grosse masse des agences qui fait à peu près tout. Ça a un double effet pervers. D'abord, vous vous êtes noyé dans la masse, et deuxièmement, très souvent, les prospects à qui vous parlez, ils vont vous percevoir comme un peu moyen partout. Si vous n'avez pas une zone d'expertise qui ressort très clairement, c'est ainsi que vous allez être perçu. Donc là, pour éviter cette erreur, en fait, il faut bien sûr essayer de maintenir une super spécialisation, soit sur une verticale, ça peut être par exemple développer toute une panoplie de services, mais uniquement pour un certain type de clients, les avocats par exemple, donc être spécialisé dans l'univers du légal, et faire toute la communication autour du légal, et ne travailler qu'avec ce type de client. Ou bien, ça va être vous spécialiser non pas sur une verticale, mais sur un type de service. Donc par exemple, ne faire que des sites web interactifs ou de la vidéo 3D, mais rien d'autre. Et là, vous pouvez bien sûr adresser différents types de segments en termes de secteur. Plus vous allez pouvoir vous spécialiser, plus vous serez lisible, plus vous serez perçu comme expert, plus aussi vous allez pouvoir aller chercher des leverages et les faire exister du point de vue de votre branding. Par exemple, si vous faites de la vidéo interactive et virtuelle, vous êtes très expert. A priori, il y a très peu de sociétés qui sont comparables à la vôtre. Du coup, ça rend un peu impossible la mise en concurrence et vous allez pouvoir comme ça imposer des prix qui sont beaucoup plus élevés. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'en ai bien conscience puisque nous-mêmes, on est tombé dans ces différents travers et donc je vois bien la facilité qu'il y a à aller sur ces différentes pentes glissantes. Mais avec le recul, c'est très clairement des pièges aujourd'hui qu'il s'agit d'éviter. Merci d'avoir pris un peu de temps pour écouter ce partage d'expérience. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez en parler plus longuement. J'aime bien discuter, échanger des insights sur les expériences que vous avez pu avoir ou que j'ai pu avoir. Je vous dis à très bientôt et bonne chance pour votre agence.